Ladies and gentlemen, please take your seats. This session decarbonization. Mesdames et messieurs, veuillez prendre place. La séance sur la décarbonisation de l'avenir va bientôt commencer. Vous avez différents canaux pour la traduction. Le canal 4 espagnol, 2 français, 1 anglais et canal 3 pour l'arabe, Oudou Kamimo, qui va maintenant être notre modérateur pour la prochaine séance, responsable de coaching et consulting. Bonne soirée et je suis très heureuse d'être votre modérateur pour l'avenir, la décarbonation, un objectif et beaucoup d'avenir. Nous avons des cerveaux brillants pour explorer ces questions. Je vais les présenter en commençant par Sergio Alcocer, qui est ancien président du Conseil mexicain sur les affaires extérieures. Nous avons également Michel Derdeve, président de Confrontations Europe. Veuillez prendre place. Nous avons Andrés Cremas, qui est conseiller spécial du directoire de la Fondation Oceano. Finalement, Edouard Chikungla, qui est gouverneur de la Banque centrale de Malte. Mesdames et messieurs, bienvenue. Avant de démarrer, j'ai une petite vidéo pour cadrer notre conversation, si vous me le permettez. La poussée mondiale vers la décarbonation s'accélère, mais cette voie n'est pas uniforme. Les pays partagent l'objectif de ne pas produire de carbone, mais il y a toute une série de choix, les destinations étant communes avec des différences structurelles, la volatilité économique et les capacités, la technologie créent des transitions à plusieurs vitesses à travers les continents. Ceci refaçonne le climat traditionnel, également les systèmes énergétiques classiques ainsi que les engagements à long terme pour maintenir le progrès avec des institutions robustes, critiques dans un contexte d'incertitude politique. L'accès à la finance également. Comment est-ce que la transparence et la reddition des comptes peut être maintenue lorsque la transition s'accélère et les modèles politiques également? Quelles formes régionales et de coopération interfrontalière peuvent suivre ces objectifs communs de décarbonation dans les contextes de stress ou ou un stress également institutionnel et comment aller vers une meilleure mise en œuvre de ces principes? Eh bien, voilà comment cadrer notre conversation. Préparez vos téléphones parce que j'ai une question pour vous. Cette conversation telle que nous la connaissons se pose après la COP 30 qui a eu lieu au Brésil et qui souvent, en fait, a son lot d'avancées et de contraintes. Il y a le fonds de pertes et profits, nouvelles adaptations, indicateurs, également le mécanisme de BLM, de mise en action pour mobiliser 1,3 trillion de dollars chaque année d'ici 2035. Et nous avons également une feuille de route pour la transition hors des énergies fossiles et un agenda également pour une meilleure coopération pour le climat. Certaines questions auxquelles on a déjà en partie répondu. Quelles sont les données nécessaires pour avoir une transition à multivitesse et à la fois globalisée? D'après ce que je vois, c'est un travail d'équipe. Il me semble que le mot « hanté » revient beaucoup dans ces dialogues atlantiques, n'est-ce pas? Continuez de remplir et de répondre à cette question, mesdames et messieurs, parce que, comme vous le savez, ma première question à votre attention est la suivante. Au vu de tout ce que nous savons et nous expérimentons en tant que communauté, comment est-ce que les pays peuvent-ils maintenir leur crédibilité dans un environnement qui, depuis hier, comme on l'a entendu, est extrêmement volatile, chaotique, en pleine disruption ou perturbation, si l'on veut, avec des changements qui ont été provoqués par ce mot « hanté ». Alors, merci en tout cas et merci de cette invitation à ce panel. Ça devient en fait une caractéristique chaque année. Ça fait partie de mon calendrier. C'est une date à réserver aujourd'hui. C'est un jour important. C'est le 10e anniversaire de l'accord de Paris qui a été en fait validé
à la même date, il y a 10 ans. Et il faut s'en rappeler parce que l'une des conséquences de cet accord de Paris est d'ailleurs qui lie les gouvernements et les coopérations, nous avons accru les investissements dans les énergies renouvelables. La voie vers ces renouvelables s'est accélérée. Nous avons réduit le taux de surchauffe mondial. Il y a toujours une surchauffe, mais la vitesse d'accélération a pu être réduite. Donc, nous commençons à rompre cette tendance et d'une manière ou d'une autre, les résultats de Belen cette année, un peu plus tôt, sont une excellente conférence très importante, mais il faut s'en rappeler. C'était le monde qui visait à montrer que le multilatéralisme fonctionne même à l'extérieur des États-Unis. C'est donc un message très important qu'il faut retenir avec un soutien énorme du monde entier en dépit du gouvernement américain n'étant pas présent. Et en parallèle, la participation dans ces activités de la part du secteur privé a fait montre d'une grande représentation, même plutôt à Bakou. Cette année-ci, et à Belen, il en avait 60. Donc, ça montre que le monde des affaires également suit cette tendance et c'est très important de réaliser les mécanismes mis en place par les pays. Chaque année, doivent déclarer leur contribution nationale déterminée, doivent faire un rapport sur celle-ci également. Il y a toute une série d'organismes gouvernementaux, intergouvernementaux pour essayer de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas par rapport à cela. Et s'ils sont un petit peu en deçà de leurs engagements, il y aura une insistance pour essayer d'améliorer leur politique. Et le fait est qu'il n'y a pas de sanctions. Donc c'est un système volontariste, mais qui ne résout pas simplement les questions de gouvernance centrale, régionale ou locale, mais il faut également qu'il y ait le monde des affaires qui suivent cela. C'est quelque chose qui fait partie d'une chaîne de valeur, un dialogue avec les parties prenantes telles que actionnaires, institutions financières, gouvernement. Il y a beaucoup d'infrastructures aujourd'hui déjà dans le suivi des émissions, la vérification de celles-ci et le type de rapport normalisé avec une agrégation par secteur, par pays, par chaîne de valeur. Il y a énormément d'infrastructures qui font partie déjà dans le système de reporting d'entreprise qui permet aux institutions financières, les banques centrales, les institutions financières, pour se permettre d'évaluer le risque de la surchauffe du climat et les conséquences potentielles pour l'infrastructure financière et le monde des affaires et l'instabilité de nos économies. Merci beaucoup en tout cas de votre point de vue global. Et comme vous avez parlé de l'accord de Paris de 2015 et cet accord tel que nous le connaissons, en fait, en quelque sorte, a établi nos intentions dans un monde qui est en surchauffe. Et je vais me tourner vers vous, Michel, par rapport à votre compréhension de là où nous sommes arrivés. Quel est l'écart qui nous rapproche en fait de la COP 15 jusqu'à la COP 30? Qu'est-ce qu'on a fait comme avancée par rapport à cette prise en considération et par rapport aux résultats? Tout à fait ce qui a été dit à l'instant. Ce qui marque la différence entre la COP de Paris, il y a 10 ans, jour pour jour, et la COP 30, c'est ce qu'on pourrait qualifier en français de désalignement des planètes. Il y avait à Paris une convergence entre les politiques, les industriels, les ONG, la société civile, autour de l'idée qu'il y avait une urgence climatique. L'urgence climatique, depuis 10 ans, elle s'est matérialisée. Au Maroc, le stress hydrique. En France, les tempêtes de plus en plus fréquentes qui affectent les infrastructures. Des cyclones partout dans le monde d'une puissance inégalée. Malgré ce constat, la COP de Belém, et ça a été dit à l'instant, n'a pas convergé. Et les objectifs ne sont pas tenus. À Paris, nous avions fixé comme objectif de diminuer les émissions par rapport en référence 1990 de 2 degrés et si possible d'aller vers 1,5 degré. Aujourd'hui, des experts du climat nous disent qu'on est parti sur plus 3 degrés, plus 4 degrés. Donc ça veut dire que nous explosons complètement les objectifs qui étaient fixés. La raison de tout ça, c'est que les bonnes vieilles industries d'hier, les industries fossiles, elles ont gagné la partie. Ça veut dire qu'on continue une culture de la pioche. On va chercher sous terre l'énergie pour nous faire vivre et développer nos sociétés. Tant qu'on ne coupera pas ce mécanisme-là par, on en parlera peut-être tout à l'heure dans les questions de financement, par un vrai marché du carbone, par un vrai prix donné au carbone qui est émis et qui n'est pas émis, tant qu'on ne valorisera pas ça au plan financier, on ne pourra pas avoir de règles mondiales qui fonctionnent.
Et donc aujourd'hui, chaque pays raisonne par rapport à ses propres intérêts, comment il arrive à pouvoir optimiser son développement économique. Et je rejoins ce qui a été dit sur le développement des renouvelables. On n'a pas encore suffisamment d'investissement sur les énergies renouvelables. Vous permettrez, il y a un mot qui a été peu évoqué depuis 2 jours ici, c'est aussi sur le nucléaire. Le nucléaire, ce n'est pas une énergie taboue. Là où il y a des pays dans le monde qui veulent utiliser l'énergie nucléaire, et il y a notamment tout le nouveau nucléaire, ce qu'on appelle les small modular reactors, qui peuvent, dans des pays africains, avoir leur place, ben, il faut, en complément des énergies renouvelables, aller vers ces énergies-là. Mais donc, il faut sortir très très vite des énergies fossiles, gaz, pétrole, charbon, sauf que derrière, on a la pression de grandes économies, la Russie, les États-Unis, la Chine, qui continuent à fabriquer des centrales charbon et qui ne sont plus harmonisées et articulées sur une vision commune. Voilà, c'est en réponse à votre question, l'écart aujourd'hui, et ça nous amène un peu d'optimisme pour l'avenir. Donc, si vous êtes pessimiste, qu'est-ce que vous nous diriez en tant que communauté mondiale en termes de performance? Quelle est votre note par rapport à la performance des 10 dernières années? Analyser la performance depuis 10 ans, oui, enfin, on peut... Il y a des actions qui ont été engagées dans la décennie passée qui ont été des actions performantes. Le marché du carbone en Europe s'est développé. Il va rapporter 40 milliards à peu près d'euros sur l'espace européen et va amener une redistribution vers un soutien aux énergies renouvelables et un certain nombre d'actions de maîtrise de l'énergie. Donc on a eu des réalisations concrètes, mais ce qui marque le plus la période, c'est la désarticulation du rêve mondial et de la capacité ensemble à protéger une planète qui se réchauffe. Et ça, c'est quelque part une donnée qui est effectivement plutôt pessimiste qu'optimiste pour les années qui viennent. Edouard, j'aimerais me tourner vers vous parce que c'est toujours une question d'argent, n'est-ce pas? Alors, quels sont les éléments financiers ou les innovations réglementaires qui, selon vous, pourraient probablement assurer l'architecture financière des COP30 et pour avoir des capitaux déployables pour des pays qui évoluent à des vitesses différentes, qui sont aux prises avec des conditions différentes également? Parlant de l'Union européenne et des zones que je connais le mieux, pour moi, c'est surtout l'Europe. C'est un petit peu le nerf de la guerre, si vous voulez. Il y a un goulet d'étranglement parce que même en dépit des pourparlers de toute la bonne volonté, je ne peux pas décrédibiliser tous les programmes qui ont été mis en place jusqu'à présent. Mais maintenant vient la partie difficile lorsque les autres problèmes se posent, lorsqu'il y a la guerre, lorsqu'il y a des problèmes au niveau de la défense, parce que ça, ce sont des budgets extrêmement dispendieux et des questions colossales qu'il n'est pas possible d'ignorer. Ça interfère forcément dans cette démarche d'aller vers une décarbonation en faveur du changement climatique ou pour l'éviter. Donc, je dois dire qu'en France, à combien d'occasions ont-ils tenté d'introduire la taxe carbone et ensuite ils ont fait marche arrière? Aujourd'hui, il y a eu également les voitures électriques. Encore une fois, dans certains pays, ils veulent retarder, ils veulent repasser à des moteurs à combustion, etc., pour réduire la part de la flotte automobile électrique. Donc, vous voyez, toute une série de dépédalages qui se mettent en place à la fois au niveau de l'économie pour le consommateur qui doit faire ses sacrifices parce que tôt ou tard, il va falloir prendre des décisions qui changent toute une vie. Et ce qui importe surtout, c'est lorsqu'on commence à rencontrer des petits problèmes, ce n'est plus une question de ne pas avoir le budget, mais est-ce que c'est quelque chose qui vient de l'industrie? Est-ce que ça vient des foyers ou des gouvernements? Quelquefois même, parce que parfois les gouvernements voient qu'ils ont de plus en plus de dettes qu'ils vont devoir rembourser tôt ou tard en raison de la période Covid et ceci s'accumule en plus de l'agenda de la défense, le climat a un petit peu son budget qui est réduit en peau de chagrin et moins d'attention par rapport à ce qui serait nécessaire lorsque vous découper l'aide pour la donner à des pays du tiers-monde. Bon, voilà, c'est jusque-là qu'on peut aller, en quelque sorte. Donc, on fait des
des coupes sombres dans le budget. Il me semble que le programme climatique ou tous ces programmes eh bien, tendront à en souffrir. Mais je ne veux pas être trop pessimiste ici, mais simplement la réalité est ce qu'elle est. Il y aura un mouvement beaucoup plus lent vers ces plans gouvernementaux. Votre expérience avec les banques centrales nous parle du rôle des banques centrales pour résoudre les questions climatiques et en particulier le risque. Alors, lorsqu'on parle d'une institution qui n'a pas été créée pour l'environnement, pas du tout, ça n'a pas du tout marché. Et d'ailleurs, ce n'était pas sa raison d'être, en quelque sorte, tout simplement parce que si vous faites référence à l'ECB, c'est-à-dire la Banque centrale européenne, avec 29 banques centrales ensemble, c'est comme une espèce de famille du système euro. Eh bien, il y a un mandat très particulier pour la stabilité des prix et la stabilité financière. C'est ça son leitmotiv. Et ils ont hérité cette culture de la Bundesbank, qui était une banque très rigide, très sérieuse et très réglementée. La banque centrale allemande, la Bundesbank. Et si vous prenez ça vraiment au microscope, vous allez voir que s'il y a des personnes qui sont contraires à ça, ils vous emmènent au tribunal. Christine Lagarde, il y a quelques années, a voulu introduire, en fait, les questions environnementales ou du changement climatique. Je pourrais vous l'expliquer dans une autre conversation, mais la justification pour une banque centrale dont le mandat est la stabilité des prix et pas l'environnement, pour s'inquiéter de questions environnementales est justifiée par le fait que si vous contemplez la stabilité des prix, d'une part, la stabilité financière ou la politique monétaire, ils vont être affectés par le changement climatique simplement parce qu'il y a simplement des événements tels que des changements climatiques, des catastrophes naturelles, etc., des inondations, qu'est-ce que je sais encore. Et la transition elle-même, en fait, va faire que les gouvernements imposent des subsides, des impôts, etc. Et ça va transformer certains actifs en valeur et affecter d'autant à la fois la stabilité financière, comme vous le savez, et aussi les prix. Donc, il faut prendre en considération, par exemple, les sécheresses ou la raréfaction des aliments. Cette dynamique va changer. Mais cette politique monétaire, lorsque vous avez des outils tels que les taux d'intérêt et qu'elle a l'habitude de fonctionner d'une certaine manière et qu'ici, on voit qu'il y a une disruption de cette politique monétaire, en fait, on est justifié. Lorsqu'on résout une question, il faut faire attention de comment on va résoudre une question. Il y a beaucoup de regards qui sont sur ces banques centrales. Il faut faire attention de ne pas aller trop dans une direction ou dans une autre. Et puis, il y a les ONG, etc., qui sont derrière nous exactement parce qu'ils estiment qu'on ne fait pas assez ou parce qu'ils voudraient qu'on soit comme une institution environnementale. Et ce n'est pas notre bien fondé, ce n'est pas notre mandat, ce n'est pas à nous, en quelque sorte, de nous occuper de politique environnementale. On n'a pas ce mandat, on fait ce qu'on peut et je vous expliquerai comment par la suite. Sergio, je me tourne vers vous parce que typiquement, on a ce type de conversation et il me semble qu'Edouard a déjà introduit un peu cette notion. Le départ, c'est surtout l'électrification. Ensuite, quelle est l'expérience du Mexique avec l'adaptation par rapport au climat? Bien, tout d'abord, merci de votre question et encore merci du Policy Center for the New South de cette invitation. Et pour m'accueillir ici, avant de répondre à votre question, je pense que c'est très important d'abord de vous indiquer que c'est une question qui est en fait une question qui inclut beaucoup de parties prenantes. Les gouvernements, les ONG, les sociétés, le secteur bancaire, mais aussi l'académie. Alors ça aussi, ça joue un rôle majeur pour améliorer les technologies. Il y a l'électrification, la numérisation, mais il ne faut pas oublier que avant de décarboniser notre économie, il faut trouver des solutions qui sont efficaces en termes de coûts. Et c'est une proposition business qui va transformer l'essai, si l'on veut. Et la position du Mexique a été un petit peu mitigée. Ils ont beaucoup dépendu du gouvernement et il y a certaines choses qui fonctionnent et d'autres qui ne fonctionnent pas. Parce que pour déployer une technologie décarbonisée et une technologie plus efficace de renouvelable, il faut prendre en considération tout simplement que c'est une solution technique qui doit être mise en œuvre.
indépendamment de votre idéologie. Et si vous voulez mettre en avant l'idéologie pour un truc qui ne fonctionne pas, eh bien, le déploiement de cette technologie va peut-être être sapé et ne fonctionnera tout simplement pas. Et la problématique principale qu'on a eue au Mexique, c'est comment on défend la souveraineté du milieu énergétique. Si vous voulez que votre souveraineté donne accès à une énergie peu coûteuse et que ça soit fiable et accessible pour la population et avoir suffisamment d'énergie surtout pour que vous puissiez continuer vos activités, ça c'est une chose. Maintenant, si vous voulez contrôler toutes ces technologies et toutes ces énergies et qu'elles soient contrôlées par l'État, alors le modèle est relativement différent. Et donc, il y a deux modèles différents au cours des années précédentes. Et je pense que durant une époque de 10 ou 20 ans, on a commencé avec le premier modèle avec un marché ouvert. C'était le premier type de modèle, en fait. Et ensuite, le déploiement des énergies renouvelables était relativement significatif en termes de solaire, de l'éolien, en termes de tout ce qui était usine hydroélectrique. On n'a qu'une seule usine ou centrale nucléaire. Mais maintenant, on passe au deuxième modèle. L'État essaie de contrôler la souveraineté et le déploiement de l'énergie. Donc, à cet égard, il faut avoir des ressources, il faut avoir des fonds. Et typiquement, les gouvernements n'ont pas assez de fonds. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre pour avoir vraiment un déploiement à grande échelle, sauf si on implique le secteur privé. Donc, si vous avez une idéologie qui ne prend pas en considération le secteur privé, vous allez être automatiquement limité. Et voilà, c'est un peu notre dilemme. Comment avancer dans un secteur d'énergie propre avec seulement le gouvernement qui soutient cette politique. Ça sera un processus évidemment très lent, sauf si on rachète le secteur privé. Voilà l'un de nos défis. Vous êtes également en train de déployer de l'énergie géothermique, il me semble, avec l'intelligence artificielle. Oui, mais il y a une possibilité d'utiliser les ressources géothermiques dont dispose le Mexique. C'était avant l'un des premiers producteurs d'énergie géothermique il y a beaucoup d'années, mais il faut continuer d'investir dans cette industrie maintenant. L'Indonésie, les Philippines, les États-Unis, etc. nous ont largement dépassés avec de l'énergie thermo. Et l'utilisation de l'intelligence artificielle pourrait être très utile pour voir quels sont les réservoirs de ces sources géothermiques pour les localiser. Ça serait intéressant également de voir comment on peut peut-être perforer la roche. Typiquement, lorsqu'on utilise en fait ce type de ressources, il faut avoir une espèce de système de forage pour trouver le réservoir, pour trouver le manteau en quelque sorte, ou en tout cas la croûte terrestre où vous avez en fait de la terre suffisamment chaude avec de l'eau qui produit de l'eau à température élevée. Maintenant, avec des systèmes d'ondes à haute fréquence, vous pouvez rompre la roche et trouver plus facilement ce type de ressources. Et donc, il nous faut ces nouvelles technologies pour trouver l'énergie géothermique pour avoir effectivement une meilleure localisation. Il ne faut pas un réservoir de ressources géothermiques, il faut simplement avoir de l'eau disponible. Et c'est effectivement une technologie très intéressante, pas seulement pour le Mexique, mais pour le monde entier. C'est la raison pour laquelle les académiciens, la technologie et la recherche doivent être tous partenaires. Alors maintenant, j'aimerais me tourner vers le public pour vous poser quelques questions. Le professeur Lopez, je pense que vous êtes ici quelque part. Comme vous le voyez, l'Afrique n'est pas trop bien reflétée dans ce panel ou représentée. Andrés, Sergio nous a donné deux concepts de souveraineté. Vous avez un parti pris très intéressant par rapport à la souveraineté, en particulier dans le monde dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui. Et comment, depuis votre perspective, comment est-ce que la souveraineté s'intègre dans cette conversation? Tout d'abord, il faut reconnaître le réchauffement mondial, qui est un phénomène qui nous affecte tous, l'humanité, la totalité de cette humanité est dans le même bateau. Soit on résout ce problème ensemble, ou la civilisation telle qu'on la connaît mourra ou disparaîtra. Donc, dans ce contexte, la souveraineté, c'est-à-dire la séparation d'unités de contrôle par rapport aux États, c'est pas quelque chose qui nous aide beaucoup. Il faut donc reconnaître cela. J'ai grandi en Allemagne. C'est un pays où la souveraineté est à différentes échelles. Vous avez l'échelle locale, régionale, nationale, et puis vous avez l'échelle régionale et globale. C'est une construction malléable, en fait, cette souveraineté dans ce contexte. Mais j'aimerais vous dire quelque chose d'autre. Si nous regardons
les attaques renouvelées de la Russie sur l'Ukraine depuis 2022, ce qu'a fait la Russie avant cela, c'est de s'assurer qu'ils réduisent la capacité du gaz en Allemagne, qui contrôlait à l'époque, et ils ont également essayé évidemment aussi de se débarrasser de tous les camions qui pouvaient transporter le pétrole et les matières premières à cette époque-là. Donc, il n'était plus disponible pour nous. Ils avaient donc bien préparé leur attaque. En Allemagne, quand on s'est rendu compte ce qui s'est passé, on a commencé le processus de nous assurer d'avoir suffisamment de camions citernes et réduire la consommation de gaz le plus rapidement possible pour réduire la vulnérabilité et l'exposition par rapport à ce choc gazier qui a été induit par Poutine. Et si ça avait eu lieu avec l'Allemagne qui construisait son industrie de renouvelables ou avec l'énergie éolienne ou solaire, et également dans l'efficience énergétique, sans cela, on aurait complètement coulé. Et l'économie allemande n'a pas coulé parce qu'on a fait cet investissement dans les énergies renouvelables où on récupère les éléments de l'environnement, le soleil, le vent, etc. On collecte les flux d'énergie sur notre territoire avec un capital déployé sur notre territoire, avec une force de travail qui travaille sur notre territoire et paye ses impôts sur notre territoire. Qu'y a-t-il de plus nationaliste dans termes de résilience nationale que d'avoir des énergies renouvelables? C'est la relation qu'on a pu et la leçon qu'on a apprise il y a quelques années, depuis 2022. C'est en fait une leçon qu'on ne peut pas oublier. Ça, c'est mon parti pris par rapport au lien entre la géopolitique de l'énergie renouvelable et l'expansion de celle-ci, ainsi que l'autonomie, la composante approvisionnement et de sécurité, etc. D'autarcie, en quelque sorte. Des micros, des questions dans la salle, peut-être? Okay. D'abord. To the lady in the front. And we'll take 3. Please be brief. Présentez-vous auparavant si vous voulez et ensuite poser votre question. Je m'appelle Darla Cardozo, je viens de Senen au Brésil. J'aimerais en fait entendre vos pensées par rapport aux résultats de la COP 30. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle vient de se terminer au Brésil, à Belém. Quelle est votre évaluation? Est-ce que c'est que, en fait, nous avons obtenu ce dont nous avions besoin par rapport à la décarbonation? Question. D'accord, une autre question. Je pense qu'on a déjà répondu à cette question. At the back. Alors, à l'arrière, peut-être? Thank you. Merci, je m'appelle Samat Tianem, je suis ambassadeur pour les affaires économiques. Pour quel pays? Pour la Mauritanie, merci. Alors, comment voyez-vous l'avenir des projets de l'hydrogène vert? La raison pour laquelle je pose cette question dans un pays tel que la Mauritanie, c'est que nous avons maintenant sur la table 3 principaux projets qui sont très proches de 80 milliards de dollars pour le financement. Est-ce que vous pensez tout d'abord que c'est viable en termes de financement et comment percevez-vous l'évolution du secteur? Parce qu'on a vu un ralentissement et je ne veux pas dire le mot, mais voilà, dans certaines déclarations en tout cas. Des questions de ce côté de la salle? Oui. Merci de me donner la parole. C'est une question pour Andreas. L'année dernière, vous nous avez donné une mise en garde très intéressante. Vous nous avez mis en garde par rapport à certains qui, parmi nous, eh bien, sont dans une transition énergétique. Vous avez parlé des usines au charbon qui arrivaient en fin de cycle. Les Africains sont-ils prêts à payer le prix lié au marché pour de nouvelles installations? En fait, en quelque sorte, on a été un petit peu cambriolés parce qu'ils sont arrivés pratiquement à la fin de leur terme d'utilisation, mais en raison des nouvelles impositions pour qu'on transitionne vers une autre économie, on paye actuellement un prix du marché extrêmement élevé pour des usines électriques qui sont sur le point de s'effondrer. Qu'est-ce que vous avez d'autre à offrir pour les pays africains pour éviter de se retrouver dans cette chose trappe qui, en fait, a toutes les apparences d'une corruption?
Et il y a une question ici à l'avant, il me semble. Oui, merci. Marcus Freitas du Policy Center. Ma question est la suivante. Il y a une étude que j'ai pu lire récemment, de sorte que le plus grand bénéficiaire de l'économie verte serait la Chine, parce que toute la production des matériaux, des panneaux solaires, etc., sont faits là-bas. Donc ça fait partie des principaux bénéficiaires de cette transition et c'est la raison pour laquelle vous voyez que le président Trump veut retourner vers les énergies fossiles pour retarder cet avantage de la Chine. Et ma question est la suivante. Est-ce que nous voyons une situation de deux poids, deux mesures par rapport à l'environnement d'une part et l'économie d'autre part? Parce que pendant très très longtemps, on s'est attendu à ce que les véhicules électriques deviennent une réalité. Ensuite, on a vu tous les pays imposer des tarifs extrêmement élevés avec des subsides chinois, etc. Donc, comment pensez-vous changer cette situation de deux poids, deux mesures pour que les pays en développement véritablement puissent tirer les fruits de tout cela? Et les gens qui poussent l'agenda, les pays qui poussent l'agenda, quand est-ce qu'ils vont vraiment faire ce qu'ils disent? D'accord, très bien, je reviendrai vers vous. Michel, je commence à vous passer la parole parce que vous pourriez peut-être nous donner une analyse du résultat de la COP 30. Tout à l'heure sur le débat sur la souveraineté. Il ne faut pas demain, si on veut combattre le réchauffement climatique, voir la souveraineté comme chacun fait sa propre politique énergétique dans son coin, enfermé dans ses frontières. Il y a tout le sujet des interconnexions, des réseaux mêlés. Anna Palacio est là. Loyola, il y a 20 ans, a pensé le marché européen de l'énergie comme un marché où la solidarité, le secours mutuel fonctionne entre les différents pays. Cette notion de solidarité et d'échange entre pays, elle est centrale. Le Maroc a des projets d'interconnexion électrique avec toute une série d'États. Malheureusement, le projet avec la Grande-Bretagne est actuellement freiné, mais il faut encourager ces projets. Et il y a un point qui a été évoqué ici même hier, c'était qu'à travers l'énergie, il peut y avoir des coalition d'États, un rapprochement, un marché maghrébin peut-être demain de l'électricité ou de l'énergie. Voilà, donc des points de convergence qui vont amener les politiques à parler ensemble des sujets. L'hydrogène, monsieur en a parlé, c'est un projet central. La Commission européenne, l'Europe, envisage de produire 10 millions de tonnes d'hydrogène d'ici 2030. Mais dans le même temps, la même Commission européenne dit « j'achèterai 10 millions de tonnes hors d'Europe ». Donc on voit bien que le Maroc, par exemple, est positionné comme un hub formidable entre l'Afrique, les ressources en hydrogène de l'Afrique, l'Europe. Et donc on doit encourager tout ça et ne pas rester dans la notion, certains pays ont envie de se replier dans ma souveraineté, ma politique énergétique. Il faut ouvrir les fenêtres, il faut penser solidarité, échange et secours entre les différents acteurs. Vous nous donnez également une réponse à une question qui vient d'être posée dans la séance précédente, isolation par rapport à autarcie. Et effectivement, il s'agit ici d'une question de réchauffement mondial qui n'a pas de frontières. Et effectivement, il y a des questions spécifiques pour vous, Marcus, autour notamment des paiements. Alors, je ne me souviens pas d'avoir parlé des usines spécifiques de charbon, mais surtout des voitures avec des moteurs à combustion et qui utilisent des énergies fossiles. Vous n'avez pas parlé de ça, mais vous avez parlé d'effets pervers, de certains subsides et toute une série d'autres choses. Mais il me semble que vous vous en souvenez beaucoup mieux que moi-même de ce que vous avez dit. Effectivement. Alors, une partie de mon conseil, c'est de faire attention à ne pas se retrouver avec toutes les voitures de seconde main avec des moteurs à explosion et de ne pas trop investir dans ce type de mobilité. Il y a un think tank qui s'appelle Angora Transport à Berlin et qui contemple le coût en fait des véhicules électriques et la pénétration de ces véhicules et perspectives dans différentes régions d'Afrique. Et cela montre fondamentalement en fait que
En raison du coût des véhicules électriques qui est réduit actuellement, on peut éviter d'importer en fait sur le continent toute une série des anciens véhicules avec des moteurs explosion, mais je pense que le Maroc investit dans la production également de batteries électriques. C'est devenu aujourd'hui l'une des exportations numéro 1 au-delà des phosphates. Les voitures sont encore plus exportées que les phosphates, donc on va dans la bonne direction. Et je veux répéter mon conseil de l'année dernière. En outre du fait de déployer les renouvelables, l'une des choses qu'il faut faire, c'est de se départir. Dans le jargon, en fait, on appelle cela des subsides pervers qui demeurent pour promouvoir en fait l'extraction et le traitement, le transport et l'utilisation des carburants fossiles. Il n'y a rien de plus bête que de dépenser des centaines de milliards de dollars chaque année sur des subsides énergétiques pour des énergies dont on ne veut plus. Mettez plutôt votre argent ailleurs. Et donc, l'électrification dans le domaine du solaire, également le géothermique et d'autres technologies, en ce inclut le stockage nécessaire pour érigé en termes de batterie, etc., ou autre chose, incluant la grille intelligente, tout ceci inclus. Si l'on construit cela neuf, ça coûtera beaucoup moins cher que de maintenir les anciennes solutions d'énergie fossile. Donc, on économise de l'argent en passant d'un type d'énergie vers un autre type d'énergie. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à le comprendre. Et il y a une dépendance, ou en tout cas des a priori dans notre cerveau qu'il faut arriver à rompre. Et, la Chine, tout d'abord. Allez-y, allez-y. Alors, je suis d'accord avec Andrea que c'est une problématique mondiale et il faut toujours changer les économies pour le bien public. Il faut donc tous essayer de tirer dans la même direction, mais ce n'est pas le cas. On tire tous un peu la couverture de son côté. Donc, il n'y a pas encore de gouvernement mondial et donc nous avons une espèce d'ordre mondial qui est en déclin, ordre mondial qui se décompose avec un multilatéralisme de plus en plus fragmentaire et affaibli, avec des changements géopolitiques incessants. Et donc, quel est l'intérêt d'espérer l'impossible? Le titre ici le dit, il dit tout. Un objectif, plusieurs voyages. Effectivement, on peut encourager la coopération, on peut essayer de raccommoder l'ordre mondial international, comme l'ont dit beaucoup de personnes, trouver un groupe de pays. Mais s'il y a quelqu'un qui ne veut pas nous rejoindre, eh bien, ainsi soit-il, et continuons. C'est ainsi qu'on va aller de l'avant. Beaucoup de voyages et chacun fait son propre chemin. La Banque centrale a le sien. Et en fonction des ressources et des capacités de tout un chacun, c'est ainsi que va l'ordre du monde. Je ne décourage pas la coopération, loin de là, mais il faut être réaliste et la situation n'est pas très jojo en termes de coopération, de multilatéralisme, de voies internationalistes, etc. Nous sommes dans une situation extrêmement triste pour l'heure. Et néanmoins, je pense qu'Andrés l'a dit, il y a beaucoup de l'espoir encore qui demeure par rapport à ces capacités des individus à dépasser des périodes difficiles. Je suis Ana Palacio et j'étais l'une des oratrices. J'aimerais rebondir sur ce qu'a dit le professeur. Oui, d'accord, l'électricité, c'est quelque chose de fantastique, mais n'oublions pas qu'une partie de l'économie est très, très difficile à électrifier. Et c'est là que se pose la question de l'hydrogène vert. Nous sommes en train de concevoir des grands corridors au sein de l'Union européenne pour aller de la molécule vers la molécule propre. Et ça aura lieu, que vous le vouliez ou non. Vous parlez d'électricité, vous avez mentionné ma sœur commissaire, etc., qui a travaillé également sur cette question. On ne peut pas tabler sur une seule technologie. Il faut décarboner. Pourquoi ne pas également essayer de nettoyer un petit peu les énergies fossiles qui sont considérées au sein de l'Union européenne pour les bateaux et pour les avions? On les conserve. Donc, il faudra oublier nos idéologies. Il faut décarboner. C'est un état de fait. Moi, mon commentaire ici par rapport à l'hydrogène vert, c'est que l'Afrique est la source. Mais nous, en tant qu'Européens, nous devons bien comprendre que c'est quelque chose qui doit être renouvelable et autochtone. Le Maroc a la possibilité de produire de l'hydrogène vert et évidemment,
comme l'un des producteurs d'engrais, ils sont parmi les premiers acteurs du domaine. Mais pourquoi ne pas concevoir cette connexion à travers le détroit de Gibraltar qui, pour le moment, en fait, fait montre de ce que ce grand corridor s'est arrêté en plein milieu. Et parmi vous, il y en a beaucoup qui doivent se rendre compte que c'est une question de coopération. On est ici sur le même bateau. Il faut s'accrocher à la barque dans une méthodologie désidéologisée. Pardon. Saïd Lachimi from Morocco. Saïd Lachimi du Maroc. Je voudrais jeter un pavé dans la mare au sujet de la COP. Est-ce qu'on a vraiment encore besoin d'eux? Moi, j'y suis allé en tant qu'ancien officiel WTO, mais avoir 40 000 personnes rassemblées dans la COP, la dernière qu'on a vue, en réalité, est en fait dominée par un grand courant de scepticisme. Alors, il y a un gars, évidemment, j'ai pas besoin de répéter son nom, qui dit de continuer de forer à tout va. Et puis, il y a également beaucoup de voix très puissantes qui aujourd'hui ne parlent plus de transition énergétique, mais d'addition énergétique. Et le panel que nous avons ici, évidemment, est relativement cohérent, mais comment résoudre le scepticisme pour aller de l'avant? Merci, merci beaucoup. Et nous avons une question de ce côté. Je voudrais, moi, parler de l'énergie vectorielle qui est inventée par des chercheurs africains. Et c'est à ce niveau-là que je pense qu'une solution de la dépendance énergétique du continent pourrait venir du continent lui-même. Maintenant, faudrait-il qu'elle soit vulgarisée puisqu'elle est 30 fois moins chère que toute autre forme d'énergie. Elle est crédible, elle est prouvée. Il y a beaucoup de puissances étrangères qui s'intéressent à cette énergie révolutionnaire, qui utilisent les algorithmes vectoriels adossés à l'intelligence artificielle pour créer une énergie disponible et pertinente. Je vous remercie. Je dois dire, monsieur, prenez la parole également. Tout d'abord, je voudrais dire que la décarbonation est quelque chose d'absolument nécessaire à court terme. Néanmoins, pour être capable de décarboner, il faut un plan pour le faire. Et il y aura différentes contributions à court terme. N'oubliez pas ce qui s'est passé en Chine, parce que moi, je me rappelle l'époque où la Chine, elle était vraiment concentrée sur l'utilisation du charbon et ils nous montrent qu'ils ont un plan, qu'ils ont une idée, en fait, par rapport à leurs objectifs. Pour l'Afrique, il est clair que ça va être beaucoup plus complexe. La plupart des pays que je connais sont en manque d'électricité. Ils n'ont pas d'électrification tous les jours et partout. Alors comment imaginer qu'à court terme, nous aurions une distribution efficace avec un réseau qui fonctionne, qui est déjà difficile à organiser, même dans les pays européens qui sont riches ou supposément riches. Donc c'est un défi énorme, c'est nécessaire, mais il faut un plan qui ne va pas réduire le bien-être de l'humanité. Avons-nous toujours besoin des COP? C'est quelqu'un qui a jeté un pavé dans la mare ici. Est-ce que, Michel, vous pourriez peut-être répondre à cette question? Vous êtes bien placé. Pour reposer le débat, je l'ai fait au début, par rapport à une règle du jeu globale, une règle du jeu économique globale. 55 pays dans le monde ont aujourd'hui une tarification du carbone. C'est une règle qui leur permet ou de faire des taxes sur le CO2 émis, ou d'avoir des marchés carbone. Et les marchés carbone, ça existe depuis 20 ans. L'Europe a pensé le premier marché carbone en 2003, 2004. Donc il faut bien qu'on donne une valeur à ceux qu'on veut ne pas encourager, c'est-à-dire les émissions de CO2. Une fois qu'on a fait cette règle-là et qu'elle est partagée, il faut travailler à la maille régionale. Les marchés du carbone, ça va pas être un marché mondial. Mais au plan pratique, il faut regarder les pays proches les uns des autres qui veulent essayer de mettre en place cette dynamique. Et ça peut être y compris des pays africains entre eux. Rien n'interdit à ce qu'on l'imagine. Et puis après, on se pose la question de quel type d'énergie dans ces groupes de pays on veut développer qui participent de l'objectif. Mais il faut partir de l'économique, il faut partir des incentives financiers
Et pas l'inverse, parce que sinon on va avoir des batailles énergie contre énergie, hydrogène contre électricité, gaz contre... On ne va pas s'en sortir, quoi. Donc il faut qu'on ait une règle économique partagée. La COP 30, pour l'occasion, dit des choses sur les marchés du carbone. La France et le Brésil avaient fait une proposition concernant ces marchés du carbone qui malheureusement n'a pas été retenue dans les conclusions, mais les conclusions de la COP évoquent quand même le sujet. Donc c'est peut-être pas facile à expliquer, mais c'est la clé de tous les débats énergétiques de demain. And you've also spoken to the idea Et aussi, il a l'idée du type de coopération régionale et interfrontalière dont on a besoin. Merci. Il y a encore une question. Je n'ai pas très bien compris, monsieur, votre commentaire sur l'énergie en Afrique. Sergio, est-ce que vous pourriez peut-être compléter, oui, une paire de choses par rapport à la question relative à la production en Chine. Il faut revenir un petit peu à l'histoire. La cellule solaire a été développée à l'époque par la NASA parce qu'elle voulait générer de l'électricité sur les véhicules. En 90, lorsque le professeur Martin Green, qui était un Australien de l'université de New South Wales, a développé ce qu'on appelle la cellule PERC, c'est-à-dire une cellule qui en fait est la plus largement utilisée à travers le monde. Plus de 50% des cellules solaires du monde viennent de cette technologie. Mais c'était des étudiants ici chinois qui ont repris cette technologie, qui les ont mises en œuvre en Chine. C'est la raison pour laquelle la Chine est devenue le plus grand producteur de panneaux solaires et de cellules solaires à l'efficacité de 22%. Il y a des nouvelles cellules qui donnent le double en termes d'efficacité. Et il s'avère que c'est ça le résultat du marché solaire contrôlé par la Chine. Mais peut-être pour pas très longtemps, il faut faire une production, il faut faire une proposition qui soit plus efficace. Il peut y avoir des nouvelles cellules solaires qui soient produites ailleurs, pas seulement en Chine. Évidemment, si la Chine actuellement produit les cellules solaires les plus efficaces, c'est un paradigme qui pourrait être changé à n'importe quel moment grâce à une rupture technologique. Alors, un autre commentaire que j'aimerais faire également, c'est qu'en fait, on se concentre typiquement beaucoup sur l'offre et on rarement parle de la demande. Et parlons maintenant un petit peu, si vous voulez, de 3 secteurs qui sont pertinents pour la décarbonation de l'économie. Tout d'abord, la construction, ou en fait l'environnement de construction. Un tiers du CO2 qui est produit par l'industrie de la construction. Un tiers de l'énergie consommée est consommée par le secteur de la construction également. Donc une manière de décarboner l'économie, c'est d'être beaucoup plus efficace dans la façon dont on construit les bâtiments, la façon dont on gère cela et qu'on ne perd ces bâtiments, et aussi comment on déconstruit ces bâtiments, pas les démolir, mais les déconstruit. Et c'est très différent parce qu'on peut réutiliser ces bâtiments, on peut les réformer. Il ne s'agit pas simplement de détruire ce bâtiment, mais simplement les modifier en utilisant ce qu'on a comme ossature, la réhabiliter, faire un rétrofitting si on veut, et essayer de ne pas utiliser autant de substances qui produisent du CO2. Et lorsque vous faites le calcul du CO2 qui est intégré parce qu'il y a de l'aluminium, de l'acier ici, du béton, il y a beaucoup de CO2 dans ce bâtiment. Il ne faut pas accroître cette empreinte davantage. 7% ou 8% des émissions de CO2 viennent de l'industrie de l'acier. 7% viennent de l'industrie du ciment. La moitié de cela vient de la Chine parce que c'est le plus grand producteur d'acier, de ciment et de béton à travers le monde. Comment réduire et décarboner l'économie? C'est de faire en sorte que les systèmes soient plus efficaces. Comment produire de l'acier, des barres d'acier, des lingots, quoi que ce soit, de façon beaucoup plus efficace. En Suède, par exemple, ils ont développé de nouvelles technologies où on peut utiliser d'autres types de ressources énergétiques pour réduire en fait l'empreinte carbone. Pour en revenir maintenant à cet hydrogène vert, c'est en fait quelque chose qui correspond à 2% à peine de tout l'hydrogène produit à travers le monde. Donc, si on accroît cette partie-là, bon, d'une part, il faut réduire le coût du transport, etc., et du stockage, et ça va nécessiter pas mal d'investissements et de technologies également, mais ça serait magnifique d'avoir un corridor pour cela. Mais tant que ce n'est pas une proposition commerciale qui tient la route, on ne va pas pouvoir développer un corridor. Et l'idée est extraordinaire, mais il faut encore pouvoir défendre le fait que ce business plan va fonctionner pour pouvoir le faire grandir. Donc, pour travailler à grande échelle, il faut s'assurer que c'est rentable pour déployer cette énergie
hydrogène et travailler avec des corridors, comme vous l'avez mentionné. C'est la raison pour laquelle il est tellement pertinent de prendre en considération la COP, parce que dans le sens où on parle de beaucoup de sujets, on parle aussi de technologies similaires et on doit trouver des manières de développer les technologies dans une méthodologie beaucoup plus rapide et dans une mise en œuvre plus rapide également. Ça serait une bonne manière de changer notre point de vue optimiste ou pessimiste vers un point de vue plus optimiste. Merci. Alors, si je puis me permettre, je pense que ce scepticisme au sein de la COP, c'est un état de fait et c'est difficile de répondre à cette question. Mais en même temps, si on a une position plus terre-à-terre, il faut comprendre que nous sommes face à un monde qui, en fait, s'articule autour de grandes puissances, d'une part les États-Unis, la Chine, l'Europe un petit peu, parce que de temps en temps, l'Europe est sous l'influence des États-Unis, mais en tout cas, pour certaines questions, elle a sa propre autonomie, mais l'Afrique peut également décider de son propre avenir. Donc, tout simplement parce qu'il y a cette tendance qui n'est pas agréable à observer, faudrait-il l'accélérer plutôt que de se débarrasser de la COP? Je pense que ça serait un petit peu présomptueux de le faire. Peut-être que l'agenda peut être retaillé, recalibré, mais ne pas arrêter quelque chose qui est déjà existant, tel que la COP. Mais je pense qu'il faut voir peut-être une plus grande régionalisation et le principe de la compétitivité va toujours entrer en ligne de compte et c'est toujours un petit peu le nerf de la guerre parce que l'Union européenne actuellement parle de réglementation de tout type, de finances, de l'environnement, etc. parce qu'elle peut percevoir la compétitivité et le gain de compétitivité, surtout des États-Unis, en se débarrassant de toute une série de réglementations. C'est la dérégulation à tout va. Alors, je vais prendre une dernière salve de questions avant de conclure. Njoya, allez-y. Merci. Njoya Tekoum, je viens du PNUD Sénégal. J'ai une question qui tourne autour de la conversation sur le marché carbone. Nous savons tous que l'Afrique contribue de l'ordre de moins de 4% des émissions mondiales. Ça veut dire que pour nous, nos crédits en fait émanent essentiellement de prévention. C'est pas de l'addition, c'est des mesures d'atténuation, mais dans le marché mondial du carbone, il n'y a pas de compensation adapter les préférences pour un démarrage industriel est celui-là. Et ma question vient d'ailleurs des accords de Paris. Est-ce qu'on n'a pas bien compris, c'est-à-dire notre façon de structurer le marché carbone? Peut-être qu'on n'a pas la bonne solution. Si vous avez un continent qui produit énormément de mesures préventives de marché carbone, mais qui n'a pas de compensation, quelles sont les incitations que ces pays vont obtenir pour continuer dans cette conversation du marché carbone? Je suis M. Akoum. J'entends beaucoup d'enthousiasme autour de l'avancée de l'intelligence artificielle qui consomme énormément de CO2. Comment allez-vous obtenir une quadrature du cercle si vous continuez d'utiliser l'IA et elle consomme tellement de CO2? D'accord, on peut peut-être encore prendre une autre question. Merci, Peter. Je suis directeur politique du Centre Martin. J'aimerais en revenir aux relations transatlantiques. Supposons qu'il y a en fait une autre Amérique derrière Trump à laquelle vous avez fait allusion et qui est toujours engagée. Comment utiliser ces forces-là pour avoir des approches peut-être plus prometteuses de la part de l'Union européenne qui se considère encore comme une espèce de porteur de drapeau en la matière? Merci. Est-ce qu'on a mal conçu le marché carbone? Michel, est-ce qu'on l'a mal pensé? Par rapport à l'excellente question sur l'adaptation des marchés carbone à l'Afrique, c'est qu'on ne mélange pas souvent deux types d'actions qui sont évoquées dans les COP. On parle dans les COP de financement de l'adaptation. Et donc à Paris, il y a 10 ans, on parle d'un fonds de 100 milliards par an pour permettre d'adapter les économies à la décarbonation. À Belém, on parle de 120 milliards par an de dollars d'ici 2035 pour favoriser l'adaptation. Une partie de ces sommes pourrait être mise pour articuler, encourager les marchés carbone et permettre
à des économies qui n'ont pas développé pour l'instant des marchés carbone, de les mettre en place, de les stimuler. Voilà. Donc moi, c'est une proposition que je fais, souvent évoquée avec mes étudiants à Paris, c'est de pouvoir décloisonner les sujets. On parle souvent de l'aide et de l'encouragement vers les pays en développement en matière climatique, mais on ne parle pas à mélanger le sujet marché carbone et pourquoi pas. Do you have a perspective on that? Quelle est votre perspective par rapport à cela? Alors, nous savons que les technologies existent, que le savoir-faire existe. C'est une question de souveraineté, de pays, d'intérêt. Dieu sait ce qui les retient. Ce n'est pas qu'on ne sait pas faire un marché carbone. Nous avons toutes les connaissances nécessaires pour le créer, mais ça en revient à voir qui a la volonté et où est cette volonté et comment la mettre en œuvre. Alors, je ne veux pas vous pousser. Je sais que vous travaillez beaucoup avec de l'argent. Vous êtes un gouverneur de banque centrale et ma question était la suivante. L'Afrique n'est pas suffisamment compensée. Est-ce qu'on a mal structuré le marché carbone? Michel nous a donné certaines idées par rapport à des silos, des choses qu'on a tendance à mélanger, de mauvaises collaborations. Je pense qu'il a fait un petit peu attention dans la façon dont il a répondu. Mais maintenant, je me tourne vers vous pour savoir ce qu'il en est. Est-ce que c'était quelque chose d'intentionnel ou c'était par défaut? Alors, pour faire un petit aparté, je dirais qu'il y a une déception par rapport à la globalisation et le multilatéralisme. Et c'était très efficace. Néanmoins, les gains, les bénéfices n'ont pas été distribués de façon égale, égalitaire ou juste. Et les gens ont été très déçus et très frustrés. C'est la raison pour laquelle il y a eu un retrait. C'est pour ça qu'il y a eu un dépédalage, en quelque sorte. Et si les gens ne voient pas les fruits distribués de façon juste et appropriée, ils ne vont jamais soutenir cela. Et on va au-delà d'un mouvement politique vers la droite, une protestation, etc. Ce n'est pas une question d'une personne, d'un président avec un nom particulier. C'est beaucoup plus que tout cela. Il y a beaucoup de choses derrière cela. Et on peut appliquer la même règle à l'absence de marché et autres initiatives qui, d'une manière ou d'une autre, n'ont pas pu progresser. Et je me retourne un petit peu vers les autres personnes du panel. Andreas, 2 questions qui peut-être vous intéressent. Vous pouvez répondre à ce que vous voulez. En fait, celle par rapport à la structure du marché carbone, mais aussi l'intelligence artificielle étant complètement en porte-à-faux avec la décarbonation. Oui, tout d'abord, Ana Palacios a quitté la salle, mais je pense qu'il est très important de rappeler que à l'origine de l'hydrogène, il y a l'électricité renouvelable. L'énergie verte est faite d'énergie renouvelable. Quel est le business case pour transformer des électrons de valeur en des protons difficiles à contrôler, à transporter? Seulement si vous avez un plan très clair de ce que vous voulez faire avec l'hydrogène par la suite, ça ajoute une valeur. Vous ne pouvez pas ajouter de la valeur en conservant cela en tant qu'hydrogène. Soit vous allez produire des carburants synthétiques, etc., dans ce qu'on utilise pour les avions, etc. On peut le transformer en ammonium pour l'industrie peut-être maritime. Et donc, on va peut-être la réinjecter là-dedans et capturer un marqué pour les carburants marins par la suite. Produire toute une série de choses. Mais on ne peut pas exporter juste l'hydrogène. Ça coûte extrêmement cher. C'est toujours moins cher et plus sûr de faire ressortir, ou en tout cas d'acheminer les électrons. Il faut essayer de contourner quelquefois. Saïd, vous connaissez les règles économiques. Actuellement, l'électrification, c'est l'option la plus rapide, la moins chère, la plus versatile que nous avons actuellement à portée de main. Et on a entendu parler de l'efficacité croissante des panneaux solaires, la régression également des coûts qui est de 24-25%. À chaque fois que la production double, ça veut dire moins d'une année, on a un déclin de l'ordre de 24%, et c'est quelque chose qui est censé continuer comme cela pour au moins 5 à 7 ans. Après cela, les prévisions vont être un petit peu plus hasardeuses, mais l'économie va
mener l'expansion de l'électricité au détriment de toutes les autres choses. Et ce n'est pas une question d'ajouter quelque chose par rapport aux énergies fossiles préexistantes. Il faut se débarrasser des énergies fossiles pour pouvoir économiser et protéger la planète de ce système de surchauffe. Et ce n'est pas que les marchés carbone ont été mal conçus, c'est une erreur en fait parce qu'il y a un biais de solutions techniques pour les solutions qui sont intensives en capital avec des technologies qui ne sont pas appropriées, qui ne peuvent pas être patentées ou brevetées. Nous n'avons pas bien conçu des systèmes carbone et des marchés qui se basent sur des systèmes naturels avec la forestation, la reforestation, etc., les écosystèmes du carbone parce qu'il n'y a pas d'intention financière ou de profit financier. On a été un petit peu mené par le bout du nez par les lobbies de ce domaine. Et l'intelligence artificielle n'est pas intense en termes de CO2. Je suis désolée, c'est un argument faux. C'est important en termes d'énergie et ça consomme beaucoup de CO2 si vous êtes assez stupide de faire brûler du gaz ou du charbon pour l'obtenir. Mais le gaz au méthane avec certains éléments, les gaz méthane sont plus dangereux que le charbon en réalité. Donc, la surchauffe mondiale et la contribution de gaz naturel, comme vous les appelez, c'est-à-dire le gaz fossile au méthane, est pire que de brûler du charbon. Il faut s'assurer de ce que, dès lors qu'on veut élargir l'utilisation de l'intelligence artificielle et par conséquent les centres de services qui vont faire tous les calculs en de cela, il faut qu'il soit en fait refroidi par les meilleurs moyens possibles. Ça peut être sous la mer, par exemple dans la mer Baltique. Il faut qu'il y ait un refroidissement peut-être en utilisant l'air des montagnes où la température est plus fraîche. Et ça va permettre d'économiser 4 fois plus d'énergie en évitant le système de refroidissement plutôt que d'utiliser ces systèmes de services eux-mêmes. Donc, il est très important de comprendre que l'électrification va résoudre votre problématique d'intelligence artificielle. Et le reste de la problématique sera résolu par l'IA qui va exploser tôt ou tard. Et ensuite, cette bulle deviendra un peu plus petite parce que personne actuellement ne veut payer le prix nécessaire pour pouvoir récupérer l'investissement qui a été réalisé dans cette industrie actuellement. Et économiquement, c'est non soutenable et on veut savoir qui va perdre le plus au moment où cette bulle va exploser, mais elle va exploser tôt ou tard, croyez-moi. Encore d'autres questions par rapport à la quantité d'eau également nécessaire pour l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on peut avoir le micro? Merci. Rita Mafoudi du Maroc. Dans la même veine de la transition verte, d'éviter les carburants fossiles et de passer aux renouvelables. Mais si l'on pense au cycle de vie du produit, les panneaux photovoltaïques qui vont être de moins en moins chers, mais qu'en est-il de l'impact de l'utilisation des eaux, des piles? On voit l'impact au niveau des mines, de l'eau au niveau des mines. Est-ce qu'on est juste en train de déplacer le problème plutôt que de le résoudre? Il me faut répondre à cette question avec une comparaison. Si vous prenez tout ce dont nous avons besoin, c'est-à-dire les smart grids, le stockage et tous les composantes électroniques, tout ce dont nous avons besoin pour le faire jusqu'à 240, c'est 1/150e de la quantité de choses que nous devons déplacer tous les ans, pas pour la période, mais pour maintenir notre système d'énergie fossile. Dès que l'on parle d'une dépendance sur les terres rares, n'oublions pas que nous tirons, c'est quelque chose qu'on peut extraire facilement. Et c'est quelques containers dont nous avons besoin pour assurer
Par exemple, les turbines, ça dure 20 ans. Les panneaux solaires, ça dure pratiquement pour 50-60 ans. Les batteries, pour l'instant, on voit qu'elles ne vieillissent pas elles ne perdent pas leur capacité de stockage avec le temps, mais que si elles meurent, on peut récupérer les matériaux dedans. Nous n'avons pas les mêmes dépendances que nous on a 500 moins de dépendance sur la base des 10 ans. Cette nouvelle énergie sera tellement plus légère en impact écologique beaucoup plus faible, alors que maintenir le système fossile tel qu'il existe est beaucoup plus à une empreinte carbone beaucoup plus importante. Et je ne saurais quitter ce panel sans dire qu'il y a un rationnel économique pour l'énergie nucléaire. Alors, nous n'avons plus de temps. J'aimerais que maintenant nous sortions nos téléphones et que vous nous dites dans ce que vous avez entendu, où c'est que le prochain gros progrès d'où viendra le prochain gros progrès en la matière. En matière de coordination d'action climatique. Le Sud mondial. Il nous manque Trump. Il n'y a pas Trump dans le mix. Alors, messieurs, il semble que nous ayons beaucoup appris de vous, Sergio, Michel, Andrea, Edward. Merci beaucoup de votre temps. Et merci pour avoir assuré une excellente modération. Merci.